Je disais que tu cliquais sur un truc. Ouais, ça sera en haut. Hop. Ouais. Excuse-moi. Ça y est, c'est parti. Il est environ. Alors, donc, on va franchir quelques siècles, puisqu'on passe au XIVe siècle, et on va s'intéresser à un épisode, en mammifie, je sais pas, je crois, en fait, en fin de compte, puisque on va parler de la théorisation du son proposée par Nicole Orem dans un traité qui s'intitule le traité des configurations, des qualités et des mouvements que Nicole Orem compose à peu près dans les années 1350. Donc, on va reparler de problèmes relatifs à la géométrie et à l'arithmétique, puisque ce que je voudrais essayer d'indiquer, alors ça va être un tout petit peu peut-être mal construit, c'est pas grave, c'est qu'il y a au milieu du XIVe siècle, un moment où l'acoustique, sous la disons, sous l'inspiration d'Orem et de ses contemporains comme Jean Demure, une géométrisation du son, et donc une transformation d'une acoustique basée ou fondée sur l'arithmétique telle qu'elle est héritée par des ouvrages de Boès vers une interprétation plus géométrique. Alors je vais commencer par un premier exemple plutôt en apparence anodin quand on regarde un traité de mathématiques pures de Nicole Orem qui s'appelle Algoristus Proportionum, qui est un traité algorithme des rapports dans lequel Orem explique ou expose les règles des règles de calcul pour déterminer à partir de rapports donnés un rapport à déterminer. Orem propose le problème suivant, soit encore deux carrés et que la diagonale de l'un résonne avec le côté de l'autre selon une diésis ou un petit demi-ton en son, on demande quel sera le rapport de ces carrés. Donc l'idée de l'exercice est de calculer, à l'aide des règles qu'Orem vient d'enseigner, un rapport de surface étant connu le rapport que la diagonale du premier carré entretient avec le côté du second. Mais au lieu de caractériser ces rapports de manière strictement arithmétique, il s'amuse à les formuler de manière musicale. On a ici un exemple simple qui, au-delà du caractère ludique de l'exercice, illustre un fait nouveau de la théorie musicale du XIVe siècle, à savoir l'intrication de la musique et de la géométrie et le passage d'un modèle arithmétique à un modèle géométrique. Alors, dans le cinquième marteau, Daniel Hiller-Roazhon remarquait à ce propos, je cite, à cette époque, donc au milieu du XIVe siècle, une inversion majeure de perspective était en marche. On allait percevoir des harmonies non plus dans les nombres, mais dans les figures, et les mesurer non plus par des multiplicités, mais par des grandeurs. Lentement mais irréversiblement, les fondements arithmétiques de la théorie du son proportionnel commençaient à céder, et l'œuvre du penseur du XIVe siècle, Nicole Orem, est singulièrement prophétique à cet égard. Alors effectivement, Orem est, je pense, intéressant pour nous ici, puisqu'il est à la confluence de deux mouvements culturels majeurs du XIVe siècle. D'un côté, la nouvelle science mathématique des variations, ce qu'on appelle ordinairement la science de la latitude des formes, dont je vais dire deux mots, et d'un autre côté, le nouvel art d'écrire et de composer la musique polyphonique émergente. Enfin, comme là, on a déjà dit qu'on avait des musiques polyphoniques en mouvement parallèle. Là, on a un nouveau style d'écriture qu'on appelle ordinairement l'ars nova. Le traité que je viens de mentionner d'Orem, qui est de mathématiques pures, est d'ailleurs dédié à Philippe de Vitry, donc l'un des principaux théoriciens de ce nouvel art, et dont il a exposé et expliqué les règles dans un traité publié sous le titre d'Ars Nova en 1320. Donc, sans être compositeur lui-même, Orem s'est vivement intéressé à la musique, à laquelle il fait référence dans ses traités les plus divers, aussi bien, comme on vient de le voir, dans les traités mathématiques,
que dans des ouvrages politiques. Il est l'auteur d'un traité perdu sur la division du monocorde, mais c'est un autre traité donc, qui va retenir notre attention, le traité des configurations des qualités des mouvements dont j'ai parlé, composé aux alentours de 1350. Orem y expose une méthode pour représenter géométriquement des variations intensives, des variations d'intensité selon l'espace ou selon le temps. Alors, je reprends simplement quelques éléments à propos de l'opposition, de la distinction entre fondement arithmétique et fondement géométrique. Dans un texte célèbre d'Orem, le traité sur la commensurabilité et l'incommensurabilité des mouvements célestes, Orem s'interroge sur le caractère commensurable ou non des rapidités des mouvements célestes. Et devant l'indécision de l'hypothèse, il s'en remet à une vision prophétique, une vision d'Apollon, un rêve, et met en scène un dialogue entre d'un côté arithmétique et de l'autre géométrie. Et arithmétique va défendre l'idée que tous les mouvements célestes sont commensurables, c'est-à-dire que toutes les rapidités des mouvements célestes peuvent être déterminées par des rapports de nombres, ou au contraire, géométrie va défendre l'idée qu'il y a des mouvements qui sont incommensurables, donc indéterminables comme rapport de nombres. Alors, comme c'est une hypothèse indécidable, on va avoir la défense par ces deux avocats, et arithmétique défend au fond le point de vue de Boès. Il défend le point de vue de Boès, je cite, Boès affirme que tout ce qui a procédé de la prime origine des choses a été formé par les nombres, puis plus loin, tu as tout lié par les nombres, etc. Ainsi, l'analogie arithmétique concerne principalement les premiers éléments incorruptibles du monde et des mouvements, de sorte que si certaines choses de nous sont parfois proportionnées d'une manière incommensurable à cause d'une variation continue, cela arrive, comme le dit Aristote, parce que les choses inférieures sont pleines de mouvements confus, parce qu'elles sont éloignées de la divinité bienveillante, c'est-à-dire de Dieu qui ne permet pas un tel désordre de lui dans les cieux. Donc, autrement dit, on a ici la vision un peu traditionnelle de Boès. Le monde est fait de nombres, le ciel est harmonieux, et l'harmonie du ciel doit donc être composée de nombres. On a au contraire, de la part de géométrie, une défense très différente, et je vais là encore citer un passage. L'hypothèse d'un mouvement ou d'existence de mouvements incommensurables d'entiel s'accompagne d'une modification esthétique de la vision du ciel, je cite, en mélangeant des géométries ensemble, l'irrationnel et la régularité serait variée par l'irrationnel et l'irrationalité liée à la régularité ne serait pas lésée. C'est pour cette raison que tout mouvement sphérique simple et non uniforme selon ses parties subjectives est régulier selon ses parties temporelles. Je continue. En effet, qu'un rapport irrationnel soit plus noble ou non, leur composition harmonieuse est plus belle qu'une simple uniformité. C'est ce que nous voyons ailleurs. Ainsi, un mélange d'éléments est meilleur que le meilleur des éléments. Le ciel est plus remarquable que si les étoiles étaient distribuées en tout lieu. En fait, le monde entier est plus parfait parce qu'il s'y trouve des êtres corruptibles et même des monstruosités. Un chant avec des consonances variées est plus doux que s'il était continuellement composé de la meilleure des consonances, l'octave, et un tableau peint de différentes couleurs est plus beau qu'un autre où la plus belle des couleurs est uniformément répandue sur toute la surface. Donc, on voit qu'on a en fait deux visions complètement différentes entre d'un côté arithmétique et géométrie. Sur le plan esthétique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si du point de vue de l'arithmétique, donc l'arithmétique dans la vision onirique d'Orem, la beauté repose sur des nombres et donc des rapports parfaits. Au contraire, pour géométrie, la beauté repose sur éventuellement des rapports irrationnels, il l'a dit, la présence de monstruosités dans le monde, autrement dit, quelques monstruosités ajoutent à la beauté du monde. Donc la distinction entre une beauté arithmétique et une beauté géométrique tient en fait à la présence ou non, dans le tableau de la beauté, de l'irrationnel ou non. On comprend évidemment tout de suite, je vais en reparler, je le dis tout de suite, la distinction principale entre l'arithmétique et la géométrie, c'est évidemment la présence de rapports irrationnels dans le cas géométrique. Donc la démonstration d'incommensurabilité.
Donc, on comprend que la distinction entre une esthétique arithmétique et une esthétique géométrique repose sur la présence ou non d'éléments irrationnels. Donc, on voit que, bon, Orem, je lis également, Orem, même s'il présente les deux visions comme deux hypothèses qui se valent, Orem va en réalité défendre l'hypothèse de la géométrie. Alors, je voulais essayer de présenter et d'expliquer un tout petit peu ce passage de l'arithmétique à la géométrie. Je vous donne mon plan rapide. Je proposais d'abord de reprendre un peu le contexte autant que possible. Alors, le contexte principal pour moi, c'est Ars Nova d'un côté et la latitude des formes de l'autre. Je vais peut-être aller vite sur l'Ars Nova, peut-être un peu moins sur la latitude des formes que je pense que vous connaissez moins. Je voudrais ensuite exposer ce que j'ai appelé un pythagorisme géométrique. Je fais un peu écho ici à ce que disait Hugues Dufour, puisque Hugues Dufour parle à propos de l'Ars Nova de pythagorisme analytique. Bon, moi, j'ai remplacé par pythagorisme géométrique. Je vais essayer de montrer ce pythagorisme géométrique par 3 points. Premièrement, la réflexion sur la continuité du son. Deuxièmement, la réflexion sur la difformité harmonique. Et enfin, la réflexion sur une harmonie de structure. Et puis, je terminerai peut-être brièvement sur une vision plus philosophie naturelle, plus physique, qui accompagne cette réforme musicale, à savoir la musique du monde sous musique de la terre et musique du ciel. Alors, en ce qui concerne l'Ars Nova, vous le savez sans doute, l'Ars Nova, c'est ce qu'on appelle un nouvel art d'écriture avant tout, dont les principaux théoriciens sont Philippe de Vitry, Jean de Mur et Marquetto de Padoue, aux alentours, pour les trois, de 1320. Alors, ce qui caractérise principalement cette nouvelle manière d'écriture et de composer la musique, c'est avant tout la volonté, par l'écriture même, de permettre des variations polyrythmiques par rapport à l'ancienne, qui est assez récente aussi, mais ancienne écriture franconienne, qui ne reconnaissait pour tout rythme, en fait pour toute durée, que 3 longueurs de son distinctes, la longue, la brève et la semi-brève, toutes déterminées par des rapports ternaires. 3 semi-brèves font une brève et 3 brèves font une longue. Il y avait des rapports binaires qui étaient possibles, mais qui étaient périphériques à la structure de composition. Au contraire, les auteurs et les compositeurs de l'Ars Nova souhaitent une plus grande variété rythmique, et donc ils vont essayer d'augmenter les capacités scripturales de leur système d'écriture, d'abord en atomisant les durées, c'est-à-dire en allant vers des durées de plus en plus brèves, en atomisant la semi-brève, en la divisant par 7, par exemple, et également en introduisant une notation proportionnelle rigoureuse qui permette pour chaque longueur de déterminer exactement quels sont les rapports qui les relient les unes aux autres. De la sorte, Jean de Mur arrive à déterminer un système beaucoup plus important de longueur qui permet, par des systèmes d'écriture de couleurs en distinguant les noirs et les rouges, d'introduire des variétés rythmiques tout à fait inhabituelles. On a également sur le plan harmonique l'introduction de ce que l'on appelle ordinairement des micro-intervalles, c'est-à-dire que si la gamme diatonique n'est pas remise en question par les compositeurs de l'Ars Nova, en tout cas sur le plan théorique, sur le plan pratique, il y a un chromatisme qui s'introduit petit à petit pour introduire des ajustements liés aux nécessités de la polyphonie. Ces ajustements, c'est ce que les auteurs appelaient la musica ficta, et la musica ficta qui justement par les théoriciens, donc musique feinte, parce que en fait le chantre lisant l'écriture ne devait pas chanter ce qui était exactement écrit, mais ajuster à un demi-ton près ce qu'il chantait. Cette musica ficta qui était nécessaire à la polyphonie était vécue par Philippe de Vitry par exemple comme non pas fausse mais simplement inhabituelle, comme il le dit. La musica ficta est simplement une musique inhabituelle ou inusitée. Donc, d'un côté, une augmentation des possibilités rythmiques, et de l'autre, une augmentation des possibilités harmoniques, avec en particulier l'introduction
pratiques de tierces et de sixtes, qui sont certes, pour les moments essentiels de la composition, on s'en reste aux accords de la gamme diatonique, mais pour d'autres circonstances, on va se permettre des intervalles qui ont une réputation d'être un peu moins beaux. Alors, je passe sur la réaction de Papal. Simplement, ces innovations d'écriture, en fait, ont donné lieu à une violente réaction de la part de la papauté. Je vais quand même lire quelques extraits de la bulle de Jean XXII, mais certains disciples d'une nouvelle école, s'appliquant à mesurer le temps, inventent des notes nouvelles, les préférant aux anciennes. Ils chantent les mélodies de l'Église avec des semi-brèves et des minimes, et brisent ces mélodies à coups de notes courtes. Vous voyez, c'est la brièveté qui pose problème. Ils coupent ces mélodies par des hoquets, les souillent de leurs chants, et vont même jusqu'à y ajouter des triples et des motets vulgaires, de sorte que, perdant de vue les fondements de l'antiphonaire et du graduel, ils méconnaissent les tons qu'ils ne savent pas distinguer, mais confondent au contraire, et sous la multitude des notes, obscurcissent les pudiques ascensions et les retombées du plein chant, au moyen desquels les tons eux-mêmes se séparent les uns des autres. Ainsi, ils courent sans se reposer, ils enivrent les oreilles au lieu de les apaiser, ils miment par des gestes ce qu'ils profèrent, et par tout cela, la dévotion qu'il aurait fallu rechercher est ridiculisée, et la corruption qu'il aurait fallu fuir est propagée. Ce n'est pas inutilement que Boès dit « l'âme corrompue se délecte des modes les plus corrompus », et les entendant souvent, elle amollit et se dissout. Nous avons donc pensé avec nos frères que ces choses manquaient de règles, aussi hâtons-nous de les interdire, de les chasser même, d'en purger efficacement l'Église de Dieu. Donc, on a ici une innovation musicale qui, vous le voyez, a aussi une portée sociale importante. En même temps que ces innovations musicales, exactement en même temps, en fait, à peu de choses près, a lieu à Oxford et à Paris une révolution mathématique majeure. C'est le développement de ce qu'on a appelé la science de la latitude des formes. Alors, cette science est, pour le dire brièvement, une science qui vise à étudier les variations intensives. Alors, les mathématiques enseignées dans le code de Wiyum, arithmétique et géométrie, enseignent essentiellement les mathématiques des nombres et des grandeurs. Il y a une partie de ce que les mathématiciens souhaitent quantifier qui est mise de côté alors, c'est ce qu'on appelle les degrés intensifs. Les degrés intensifs, ce sont par exemple les degrés de chaleur d'un médicament ou les degrés de vitesse d'un mobile. Les degrés se distinguent fondamentalement des quantités, que ce soit les quantités arithmétiques ou les quantités continues, parce que un degré plus grand ne contient pas comme partie le degré plus petit. Et donc, on ne peut pas opérer sur les degrés intensifs de la même manière que sur les grandeurs ou les nombres, puisque le rapport de tout à partie n'y est pas disponible. Alors, pour mathématiser ou opérer des règles d'addition et de soustraction sans le rapport de tout à partie, c'est un peu difficile. Donc, tout l'art qui va se développer au Merton College va consister justement à développer des méthodes mathématiques qui permettent de raisonner sur les degrés intensifs en substituant peu à peu aux variations intensives ou aux différences intensives des raisonnements qui s'appliquent en particulier à la ligne et donc à assimiler peu à peu les variations intensives à des grandeurs continues. L'une des grandes victoires, si je puis dire, conceptuelles de cette science, c'est la distinction qui va rester classique après pendant des siècles entre d'un côté les latitudes uniformes, des formes mais uniformément difformes. Qu'est-ce qu'on appelle une latitude? Une latitude, c'est d'abord une différence de degré. C'est d'abord en fait un champ de variation d'une valeur entre un minima et un maxima. Par exemple, la taille d'un homme peut varier selon une certaine latitude en moyenne. Sur un territoire donné, on ne va pas avoir un homme de 20 cm et ni un homme de 5 mètres de haut. Donc il y a une marge, un champ de variation de la taille des hommes, c'est d'abord ça la latitude. Et ensuite, par extension, la latitude va devenir en fait tout simplement la grandeur intensive, la différence intensive entre un degré plus grand et un degré plus petit. Alors ce que les savants du Merton College, Bradwardine, Kilvington ou Swinstead appellent une latitude uniforme, c'est une latitude
une latitude dont le degré intensif est toujours égal. Donc, par exemple, si une chaleur pendant une journée, on a une chaleur qui reste égale à elle-même, ce qui est évidemment pas possible, mais si on a, disons, une chaleur à peu près stable, on va avoir une latitude uniforme. Si pendant ma journée, ou un moment de ma journée, ma chaleur reste, si je prends un vocabulaire moderne, à 20 degrés. On va avoir une chaleur, si mon intensité est inégale, on va avoir une chaleur difforme, c'est-à-dire voilà, complètement inégale. Si par contre on trouve une régularité dans cette difformité, on peut d'emblée voir qu'il peut exister des régularités. Par exemple, on voit bien que le matin, il fait plus froid qu'à midi, et on voit bien qu'entre le matin et le midi, il va y avoir un réchauffement, mais ce réchauffement, on peut l'interpréter comme un réchauffement continu. Alors, si on pose que ce réchauffement est continu, donc qu'il y a d'un côté une inégalité, mais qu'il y a une égalité dans cette inégalité, on va dire que la latitude est uniformément difforme, qu'il y a une augmentation avec un taux toujours égal d'accroissement. Alors, le premier théorème de cette science, qu'on donne généralement comme en exemple, c'est la règle dite du degré moyen par des méthodes logico-mathématiques. Les anglo-saxons sont arrivés à démontrer qu'un mobile en mouvement uniformément accéléré parcourt la même distance qu'un mobile en mouvement uniforme d'une vitesse égale à la vitesse moyenne du premier mobile et pendant un même temps. Donc, ce n'est pas une évidence, si vous voulez, si vous prenez un mobile qui, pendant une journée, va passer de 0 à 100 km/h, ce n'est pas une évidence de dire que ce mobile va parcourir exactement la même distance qu'un autre qui, pendant le même temps, va rouler à 50 km/h. Ce n'est pas une évidence, il faut arriver à développer ou à déterminer des méthodes pour le démontrer. C'est ce que vont faire les membres du Merton College. Et Orem va même, en redémontrant cette proposition, va même montrer que la distance parcourue varie comme le carré des temps, même s'il ne le formule pas de cette manière-là. Alors l'apport d'Orem dans cette science, essentiellement, va consister à proposer un modèle géométrique de ces variations intensives, et donc tout à coup tout s'éclaire. Les variations intensives qui, au Merton College, sont étudiées de manière immédiate, donc on raisonne directement sur les variations elles-mêmes, Orem, lui, va raisonner de manière médiate sur elles. Alors, médiate, pourquoi? Parce qu'il substitue une figure géométrique, en fait, à la variation. Donc, par exemple, il va appeler qualité rectangulaire qualité parce que j'ai donné l'exemple de la chaleur tout à l'heure et de l'intensité de la chaleur. Donc, si j'ai une chaleur, donc une qualité qui est toujours égale, par exemple, pendant une heure, eh bien, on va la figurer par un rectangle, on appelle parfois un diagramme, qui en fait symbolise donc l'uniformité de ma qualité. Si au contraire, ma qualité augmente, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière égale, donc avec une augmentation continue, eh bien, on va la représenter par un triangle rectangle. Et vous voyez tout de suite que la figuration géométrique d'Orem permet de représenter des variations qui étaient inaccessibles, qui sont inaccessibles sans symbolisation géométrique, par exemple une qualité semi-circulaire. En fait, on ne peut pas définir d'un point de vue proportionnel une telle variation, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas l'équation du cercle, on ne peut pas définir la manière dont va varier la hauteur de mon demi-cercle par rapport au diamètre. Mais dans l'ignorance de la manière dont augmente et diminue la proportion dans mon cercle, je peux néanmoins définir une variation semi-circulaire. Je n'ai pas besoin de connaître les rapports internes, je peux le figurer. Voilà. Donc, Orem va passer, pour ses raisonnements sur les variations intensives, il va passer par l'intermédiaire de cette figuration symbolique, et c'est ça qu'il appelle une configuration. La configuration, c'est la disposition intensive représentée par une figure géométrique. Alors là, je vous donne un exemple sur manuscrit de ces figurations. Donc là, c'est un manuscrit qui est plus récent, il date du XVe siècle, mais on voit comment, par quel type de graphe on accompagnait traditionnellement de traiter des configurations.
Alors, Orem ajoute que ces configurations ne sont pas simplement des procédés mathématiques arbitraires. La configuration n'est pas d'abord la figure géométrique. La configuration, c'est la distribution réelle des intensités dans l'objet. Donc, si j'ai une surface inégalement chaude, ce qu'Orem appelle la configuration de la chaleur, c'est bien la distribution de l'intensité de la chaleur sur ma surface. Ça n'est pas la figure géométrique qui la figure. Et donc, Orem va étudier ces nouveaux objets mathématiques que sont les configurations, mais il les étudie par l'intermédiaire de ces figures géométriques. Et s'il les étudie, c'est aussi parce qu'elles pensent qu'elles ont un pouvoir, et ces distributions, représentées par la géométrie, en fait, donnent à Orem l'occasion de définir de nouveaux effets dans la nature, ou plutôt d'expliquer de nouveaux effets dans la nature, en développant un point de vue qui n'est plus strictement quantitatif. Autrement dit, pour le résumer très brièvement, quand une action est conduite, l'intensité ou la force de l'effet de l'action, pour Orem, n'est pas simplement déterminée par la force que je mets dans l'action, mais aussi par, entre guillemets, la géométrie de mon action, la manière que je vais avoir de varier, disons, l'intensité dans le temps ou dans l'espace de mon action. Donc, trivialement, d'accord, si je cuis de la céramique, il est clair que la qualité de ma cuisson va dépendre de la manière dont est distribuée dans mon four la chaleur. Donc, la géométrie de l'intensité de ma chaleur va déterminer tel ou tel effet ou un effet différent sur l'objet qui subit l'action en question. Alors, pourquoi je mentionne ces faits? Parce qu'en fait, pour Orem, le son, je vais y revenir, le son est compris comme une qualité. Et en tant que qualité, un son va lui-même être susceptible donc de variations intensives. Je vais vous expliquer de quelle intensité il s'agit. Et par conséquent, le son va être une qualité qui va avoir un pouvoir. Donc quand Orem va théoriser le son, il théorise un son, une musique, qui d'emblée pour lui est une réalité susceptible de pouvoir. Alors je cite, c'est un fait établi par le témoignage de nombreux philosophes, médecins et théologiens que la musique possède un grand pouvoir et une grande efficacité sur les affections de l'âme et du corps selon les différents chants et modes musicaux employés. Ça, c'est déjà une formule qu'on trouve chez Boès, évidemment, c'est l'idée de Boès, mais Orem lui donne une extension assez inhabituelle. Donc il va parler d'abord du pouvoir de la musique sur l'âme, mais également du pouvoir de la musique sur l'animal, par exemple sur le dauphin. Il cherche chez les historiens des cas d'action de poètes sur l'animal, mais également sur la matière inerte. Il cite le cas, par exemple, d'une source en Sicile qui gonflerait au son de la flûte et qui, au contraire, diminuerait au son de la flûte. Alors, c'est vrai que ça peut faire sourire comme exemple, mais en réalité, je vais y revenir. Je pense que derrière, ça ressemble à une action un peu magique de la musique. Et la magie va être un thème fondamental du traité d'Orem. Néanmoins, je pense, j'en donnerai un exemple tout à l'heure, je pense que c'est aussi une manière d'insister sur la matérialité du son et sur le fait que le son musical n'est pas simplement, justement, comme on disait tout à l'heure, quelque chose de sensible, mais c'est aussi quelque chose d'actif. Bon, on sait tous, nous, qu'un son peut briser du verre, ce n'est pas une évidence immédiate. Orem va en donner quelques exemples. Donc je pense que cet exemple de la source doit aussi être compris comme un exemple de cas où la musique a un effet de par sa matérialité. Enfin, le son a un effet de par sa matérialité. Voilà. Alors, Orem va même un peu plus loin. Je cite là aussi, puisque le son a un pouvoir, il peut être intéressant pour le philosophe, pour le physicien, d'étudier d'un peu plus près la manière dont le son a un pouvoir et quelles sont les configurations sonores qui exercent tel ou tel pouvoir. Je cite, il est facile de s'apercevoir qu'au moyen d'une certaine subtilité singulière
et à droite, quelque chose peut être ajouté à la beauté d'un son, à sa laideur, ou même à quelque autre mise en forme du son, au-delà de ce qui a l'habitude d'arriver ordinairement par la nature ou l'art. Et ainsi, une chose hors du commun et merveilleuse pourrait être découverte là-dessus à l'aide de la diligence humaine. Alors, Orem parle beaucoup de la puissance des configurations. Généralement, il encourage peu à l'étude de ces puissances. Il y a juste une exception, c'est la musique. Je trouve particulièrement intéressant qu'Orem appelle ici à une espèce d'ingénierie du son, à une étude des différents pouvoirs que pourrait avoir le son selon les jeux que l'on peut faire avec les sonorités, au moment même où il, comme on va le voir, théorise d'une manière très originale la musique qui lui est contemporaine, je veux dire l'ars nova. Alors, j'en viens maintenant à mon objet qui était ce que j'ai appelé la géométrisation du son. Cette géométrisation, j'ai dit que j'allais essayer d'examiner de trois manières. D'abord, la continuité, ensuite la difformité harmonique et enfin les harmonies de structure. Alors, je vais commencer par examiner le problème de la continuité du son. Alors, pour Orem, le son, ce n'est pas une sensation qui est produite dans l'auditeur, c'est une qualité qui est localisée dans le corps vibrant. Et donc, c'est pas le son qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est l'image ou la spéciesse du son qui parvient à mon oreille. Le son, lui, est localisé dans le corps vibrant. Donc, on peut en faire une physique. Le fait qu'Orem fasse du son une qualité ne veut pas dire qu'il en fasse une sensation. C'est bien une qualité qui se trouve sur la matière même de l'objet. Donc le choc de la corde, par exemple, produit une qualité sensible matérielle qui va chasser l'air et qui va transporter une copie du son jusqu'à mon oreille. Et c'est cette copie qui va être multipliée dans le milieu et qui fait que le même son peut être entendu ensuite dans toutes les dimensions. Ça veut dire qu'un son peut être réel sans être entendu. Le fait que le son soit une qualité n'implique pas qu'il soit nécessairement entendu. Donc le son est une qualité, mais c'est une qualité, dit Orem, successive, c'est-à-dire que c'est une qualité qui dure dans le temps. Alors ce point de vue d'un son qui dure dans le temps peut paraître assez trivial, mais en fait il n'est pas tellement. Les traités de musique spéculative ordinaire, en particulier Boès, par exemple, Boès ne tient pas compte du tout de la dimension temporelle du son. Le traité de musique de Boès expose les questions harmoniques, mais ne dit quasiment rien du rythme, en fait. Et la raison en est que les questions rythmiques, en général, étaient reléguées dans les traités de musique pratique, pas les traités de musique spéculative. Et donc, quand on fait une théorie du son, on met de côté sa durée, qui en fait est plutôt un obstacle à la détermination des bonnes harmonies. Orem, lui, va avoir dès le départ un point de vue complètement différent, puisqu'il va essayer de déterminer ce que c'est que la beauté d'un son, et donc d'une musique, en prenant en compte immédiatement sa dimension temporelle. Alors le son comme qualité a deux dimensions intensives, nous dit Orem, la hauteur, donc acouties et gravitas, et la force, fortitudo, donc la capacité du son à varier en puissance. Donc d'emblée, Orem fait une métrique du son, et une métrique qui caractérise le son comme doublement intensif. Alors ce qui est important, je passe sur le fait qu'Orem s'efforce de démontrer que, par exemple, la force est indépendante de la hauteur et la hauteur indépendante de la force, que ce sont bien deux variables, disons, indépendantes l'une de l'autre. Et j'en viens tout de suite au problème de la hauteur. La hauteur, comme variation intensive, la hauteur pour Orem est d'emblée une dimension continue. Alors, le problème de la continuité du son et de la hauteur du son est au fond presque une évidence du point de vue de la musique spéculative, puisqu'on l'a rappelé tout à l'heure, vous le savez, c'est une étape de tout traité de musique spéculative que de démontrer l'impossibilité de diviser le ton en deux demi-tons égaux.
Autrement dit, il y a un petit demi-ton et un grand demi-ton parce que diviser le ton d'un rapport de 9/8 en deux impliquerait de déterminer un rapport irrationnel, racine de 9/8. Donc, dans la mesure où un tel rapport n'est pas possible et compatible avec la nature arithmétique du son, ordinairement, on posait que le ton n'est pas divisible en deux demi-tons égaux. Alors, il y a un changement qui s'opère à partir de, progressivement, mais dans le XIVe siècle, je cite par exemple un texte de Jean de Bohême, 1357, donc à peu près contemporain de Rennes. Nous présupposons en effet qu'aucune proportion entre deux sons ne peut faire un intervalle consonant vers le haut ou vers le bas si cette proportion ne peut être désignée dans les nombres. Autrement dit, ce que dit Jean de Bohême ici, c'est qu'en fait, c'est un présupposé que les rapports musicaux doivent être des rapports de nombres. Et pourquoi est-ce que c'est présupposé? Pourquoi est-ce que ça ne lui apparaît plus que comme un présupposé? Eh bien, parce que finalement, il devient de plus en plus habituel de considérer la hauteur comme une grandeur continue et indéfiniment divisible. C'est la multiplication justement des micro-intervalles et la multiplication également des rapports irrationnels, de l'utilisation des rapports irrationnels en musique qui induit les théoriciens à s'interroger sur la légitimité qu'il y a à ne pas tenir compte des rapports irrationnels en musique. Alors, c'est Stifel au XVIe siècle qui va définitivement admettre ces rapports irrationnels dans la théorie musicale, mais il y a une tendance pratique et théorique dès le XIVe siècle à le faire. Donc, à la fin du XIVe siècle, un anonyme, de la même manière, souligne: le ton, par conséquent, ne peut être divisé en deux parties égales, sinon il ferait grincer les consonances et les intervalles, mais la diésis, qui est la partie la plus petite du ton, rehausse et embellit une consonance ou un intervalle. Donc on voit qu'il y a, dans le XIVe siècle, une hésitation avec ces rapports irrationnels, ces petits ces demi-tons, puisque d'un côté, on voit que ça fait grincer, mais de l'autre, ça embellit quand même le chant. Donc, la pratique utilise ces rapports, donc pourquoi ne pas en fait les intégrer dans la théorie? Donc, la hauteur apparaît, elle, par l'utilisation des rapports irrationnels comme une grandeur continue. De la même manière, le son lui-même, dans sa durée, apparaît comme une qualité continue dans le temps. Alors, Orem a une définition un peu subtile de la durée du son et de la continuité du son, puisque en réalité, un peu à la manière de Boès, à vrai dire, il estime que le son tel que nous l'entendons est en réalité nécessairement composé de particules de son, ce qu'il appelle également des sons partiaux, donc qui sont inaudibles en eux-mêmes, mais qui, en fait, par agrégation, composent le son que nous entendons. C'est ce qu'il appelle le son 1 au premier mode, selon le premier mode, donc des sons qui sont inaudibles, mais qui composent les sons que nous entendons. Il distingue ensuite le son 1, dit-il, au second mode, qui est le son qu'utilise le chantre ou le compositeur entre deux respirations. C'est le son que nous entendons, et en réalité, la manière dont les particules de son vont composer ce son de second mode va déterminer le timbre. Il y a ensuite le son, dit-il, 1 au troisième mode. Le son 1 au troisième mode, c'est le chant monodique, une ancienne complète. Et puis, enfin, donc, qui va être séparé par une longue pause, deux chants qui vont être séparés par une longue pause qui marque la fin d'un chant. Et enfin, il va distinguer un son 1 au quatrième mode qui, lui, désigne la superposition des sons. Autrement dit, c'est la dimension du chant polyphonique. Donc, trois idées de continuité, mais les particules telles que comprises par Orem, les particules de son ne sont pas des atomes de son. Alors, je le dis en passant, Philippe de Vitry, par exemple, considère le demi-ton quasiment, dit-il, comme un atome de son.
Alors, pour Orem, même la particule de son est une continuité, c'est-à-dire qu'elle est elle-même susceptible, elle serait susceptible de division. Mais, donc, il ne faut pas l'interpréter comme un indivisible, mais elle-même toujours comme une grandeur continue. Donc, même si le son est composé de grandeur, est composé de particules, pardon, ces particules ne mettent pas en péril la continuité du son. Alors, la principale caractéristique de cette compréhension par Orem du son, c'est qu'en fait, il fait, comme vous l'avez, je pense, compris, de la pause, des silences intermédiaires entre les sons, en fait, des éléments constitutifs du son. Autrement dit, à la différence peut-être de Jean de Mur dans sa théorisation, Orem fait de la pause un élément du son. Alors, ça tient aussi à sa compréhension de l'esthétique de la musique. Je cite un passage du livre de politique. Je cite simplement le texte en gras. Il dit item aussi, comme en un chant, non pas seulement les variations des accords, mais aucune fois silence et les pauses dûment assises confèrent et font à la beauté du chant. Autrement dit, la pause, le silence, est en fait un élément mobilisé par le compositeur et le chante pour produire un beau chant. Ce n'est pas un élément annexe du chant, c'est une partie du chant, ce n'est pas un élément annexe du son, c'est un élément du son. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un son pour Orem? En fait, c'est une intensité qui se déploie dans le temps. Et donc, on est d'emblée dans une compréhension du son qui paraît assez peu intuitive, puisque pour Orem, au fond, un chant, quand on parle d'un chant, c'est un son. Et ce que fait le compositeur, c'est non pas ajouter les uns après les autres des sons successifs, mais en fait, travailler de l'intérieur un même son, qui va être le chant, et le travailler en fait en faisant varier à l'intérieur les valeurs intensives. Donc, du point de vue d'Orem, le son, c'est une qualité qui dure, successive, et qui est susceptible à l'intérieur d'elle-même de variations. Ces variations vont donner lieu chez Orem à une notion qui lui est tout à fait originale, c'est la deuxième trait caractéristique de cette géométrisation de la musique. C'est ce qu'Orem appelle, de manière paradoxale, la difformité harmonique. Alors, ordinairement, on définit, et Orem va le faire aussi, on définit des rapports harmoniques, ou du moins des rapports symphoniques. Ce qu'on appelle les rapports symphoniques, c'est les rapports consonants, quarte, quinte, octave. Orem va un peu plus loin, je vais aller vite, sinon je vais prendre trop de temps. Il distingue, à la suite de Gersonide en fait, ce qu'il appelle les rapports harmoniques et les rapports symphoniques. Alors, les rapports harmoniques sont plus généraux que les rapports symphoniques. Les rapports harmoniques mettent en rapport ce qu'il appelle des nombres harmoniques, c'est ça qu'il tient de Gersonide. Il y a un nombre harmonique est un multiple de 2 ou de 3. Autrement dit, ça va être un son qui va être obtenu par des successions de quintes et de quartes, tout simplement. Donc, la différence qu'il y a entre ces rapports harmoniques et les rapports symphoniques, c'est que les rapports symphoniques, ce sont les rapports ordinaires, octave, quarte, quinte, et le rapport harmonique, évidemment, couvre beaucoup plus de rapports. Alors, si Orem distingue rapport harmonique et rapport symphonique, je vais y venir après. D'abord, rapport harmonique et difformité harmonique. Bon, il y a chez Orem la définition du rapport harmonique plus complexe que celle qu'on trouve habituellement, c'est ce que je viens de vous présenter. Mais ce qui est important, ce n'est pas le rapport harmonique, c'est la difformité harmonique. Donc un son est difforme en intensité si son intensité est inégale selon la durée. Donc on va mettre difforme. Mais sa difformité est harmonique si toutes ces intensités sont mutuellement dans un rapport harmonique. Autrement dit, ce qui intéresse Orem, c'est plus du tout que deux sons soient dans un rapport qui sonne bien, c'est qu'en fait un son soit composé d'intensités qui sonnent bien toutes ensemble. C'est une belle variation. Ça n'est plus des bons rapports, ce sont de belles variations. Alors, un des exemples qu'il donne,
c'est la nature de la variation des particules de son et des sons de deuxième degré, donc le son, encore une fois, que l'on entend, que le chanteur chante. Alors, les particules de son doivent être, dit-il, uniformes, un peu de la même manière que les mouvements célestes élémentaires doivent être uniformes. Donc, les particules doivent être uniformes parce que si elles étaient difformes, en fait, on aurait, dit-il, des rapports trop enharmoniques, comme il dit, donc des sauts trop violents et trop grinçants. Donc, les particules de son sont uniformes. Par contre, il ajoute que les sons de deuxième degré, donc les sons que nous prononçons, en fait, quand ils sont uniformes, s'ils sont uniformes, c'est pas qu'ils sont moches, mais ils sont moyennement beaux. Quelqu'un qui aurait une voix, qui aurait une voix uniforme, bah, ce serait assez plat. Qu'est-ce que c'est une belle voix ou un beau son? Ben, c'est un son, en fait, qui, j'en ai fait le graphe, c'est un son, dit-il, qui est difforme selon une succession. Alors, il propose comme première succession un son qui tantôt serait à l'octave supérieure, puis inférieure, puis supérieure, puis supérieure. Donc, autrement dit, ensuite, il en propose un autre de son qui lui aurait une variation un tout petit peu plus compliquée. Ce serait une quarte, enfin, octave, quinte, octave en dessous, octave, quinte, octave en dessous, etc. Autrement dit, qu'est-ce que Orem est en fait en train d'essayer de définir? Ce qu'on appelle les harmoniques des sons. Et ce que Orem dit, et il donne la cloche comme exemple typique de son composé, de son unique et composé en fait d'une belle variation, c'est que Orem distingue ce que nous appellerions les fondamentales et les harmoniques. Et donc, là, c'est un des rares cas chez Orem de variations périodiques. Vous voyez, dans mon dessin, on voit bien qu'il définit des variations périodiques et donc des fonctions d'escalier, on va dire aujourd'hui. Et en fait, ce sont là des variations qui sont harmoniques parce que vous voyez, tous les rapports d'intensité, en fait, répondent aux rapports consonants. Donc là, on est au niveau du son, en fait, on est au niveau du timbre, mais cette même notion de variation harmonique va s'appliquer évidemment au niveau supérieur du son. J'en viens au troisième point, géométrique. Donc, d'abord la continuité, ensuite la variation, donc qui va indiquer une beauté dans la figure elle-même du son. Et enfin, troisièmement, ce que j'ai appelé, motivé par Orem, l'alchimie du son, c'est-à-dire le son 1 selon le quatrième mode, qui est vraiment le chant polyphonique. Alors c'est ici qu'on voit que Orem distingue très nettement entre d'un côté les règles harmoniques pour le chant monodique et les règles harmoniques pour la polyphonie. C'est à ça que sert sa distinction, entre autres à ça que sert sa distinction entre rapport harmonique et rapport symphonique. Il va par exemple admettre sur une voix des rapports harmoniques, donc une gamme beaucoup plus large de rapports. Par contre, quand on est sur la polyphonie, donc on essaie de mettre en rapport deux mouvements parallèles, là, les rapports simultanés doivent être strictement symphoniques. Donc, la distinction mathématique proposée par Orem, en fait, est là pour répondre aux règles qui sont en train d'être mises en œuvre et d'être découvertes, qui sont les règles de l'art du contrepoint, qui sont complètement contemporaines d'Orem. Donc Orem, par ces caractéristiques-là, par ces notions mathématiques-là, est en fait en train d'essayer de théoriser dans une acoustique musicale les pratiques et les théories de l'art du contrepoint. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que qu'est-ce que ça veut dire en fait une beauté polyphonique? Une beauté polyphonique veut dire que j'ai deux voix qui sont chacune figurées à sa manière et qui doivent bien coller l'une avec l'autre. Ce sont des beautés de structure. C'est plus des beautés de rapport. On n'est plus avec deux sons qui doivent coller, on est avec des structures, une première voix et une deuxième voix, qui doivent en fait suivre des mouvements qui collent bien l'un avec l'autre. Or, Orem accorde une grande importance à ces harmonies de structure qu'il appelle la beauté de comparaison. Donc une beauté de comparaison, c'est une beauté qui procède de l'accord ou d'une convenance entre des structures qui ne sont pas nécessairement belles en elles-mêmes, des rapports, des figures et des configurations. Alors, un rapport de rapport, c'est exactement ça, les règles du contrepoint. Puisque déterminer les règles du contrepoint, c'est déterminer ce que l'on peut mettre comme rapport de son après tel autre type de rapport. C'est comme ça que
Jean de Mur, par exemple, formule ces règles du contrepoint. Et donc, on commence à avoir ici une esthétique, une préoccupation de la beauté qui concerne non plus simplement des éléments, mais des structures, des rapports. Et Orem généralise ces beautés de comparaison structurelle. Au-delà des rapports, il va mentionner les beautés de figure, puis les beautés de configuration. Alors, je cite, dans le traité des configurations, pour les convenances de rapports, il est certain que certains rapports, en vertu de la nature même, conviennent mieux les uns aux autres. Un rapport rationnel s'accorde mieux avec un rationnel qu'avec un irrationnel ou un sourd. Et un rapport harmonique avec un autre rapport harmonique plutôt qu'avec un inharmonique. Bon. Mais Orem propose également des convenances de figures. Il en va de même des figures, dit-il, dont certaines sont plus conformes et plus consonantes mutuellement qu'avec une autre, de sorte que si une figure est inscrite dans ou circonscrite à une autre, ou comparée à elle d'une autre façon, elle est plus belle mise en relation avec celle-ci qu'avec celle-là, ou encore une autre. Ainsi peut-être, le carré est-il plus beau rapporté à un cercle ou à un octogone plutôt qu'à un pentagone? En fait, dans cette phrase un peu énigmatique, Orem est simplement en train de parler de la beauté des figures inscrites et circonscrites. Il n'en parle quasiment pas dans le traité des configurations, par contre, il en parle dans le traité dont j'ai déjà parlé, l'Algorithmus Proportionum. Je ne vais pas aller dans le détail, je vais simplement vous montrer. Là, il va utiliser ses règles mathématiques pour démontrer qu'il existe des rapports musicaux entre les figures inscrites et circonscrites dans un cercle. Alors, je cite, c'est important, tous les rapports de toutes les figures susdites, je vais vous les montrer, sont harmoniques ou des moitiés d'harmonique. Alors, moitié d'harmonique veut dire des racines carrées, schématiquement, ça veut dire des racines carrées d'harmonique. Comme par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de racines de 9 sur 8. Alors, autrement dit, entre les figures géométriques inscrites et circonscrites, on va trouver soit des rapports du type 2 puissance m fois 3 puissance n sur 2 puissance p sur 3 puissance q, ou racine de ça. Ou racine de ça. Donc, on est bien ici dans des rapports irrationnels. Donc là, encore une fois, vous retrouvez la dimension géométrique qui exprime l'effort en pratique d'utiliser des rapports irrationnels en musique. Vous voyez ici, vous avez typiquement un schéma musical de figures inscrites et circonscrites, dans lequel, en fait, Orem donne les rapports qui existent entre les différentes figures. Donc, par exemple, j'ai un hexagone inscrit dans un cercle et un triangle circonscrit à un cercle. Le schéma me dit que le triangle a une surface double, voyez, que l'hexagone. Voyez, de la même manière, le triangle inscrit dans le cercle a une surface moitié moindre que la surface de l'hexagone inscrit dans le cercle. Et donc là, vous avez l'ensemble des calculs proposés par Orem entre toutes les figures inscrites et circonscrites qu'il a pu trouver. Et donc, vous voyez, ce sont soit des rapports harmoniques, 64 sur 27, etc., soit des moitiés, donc des racines de rapports harmoniques. Autrement dit, Orem recherche les consonances non plus entre des nombres, mais entre des figures. Alors Kepler poussera cette logique de manière différente, mais beaucoup plus loin, dans ces harmoniques du monde. Voilà, je vais aller vraiment très vite sur la dernière partie, parce que j'ai déjà suffisamment parlé. Cette vision d'Orem de la musique ne concerne pas simplement la musique instrumentale. En fait, Orem n'est pas en train simplement de décrire la manière dont on compose la musique de son temps. Ce qu'il essaye de faire, en fait, c'est déterminer de nouvelles sortes d'harmonie dans le monde, que ce soit le monde terrestre ou le monde céleste. Par exemple, j'ai parlé de la beauté de comparaison. J'espère vous avoir montré que la beauté de comparaison était vraiment le pendant théorique de la pratique polyphonique. Orem, en fait, va chercher ces beautés de comparaison dans la nature. Je donne juste un exemple. Une pierre précieuse ou quelques plantes peut être telle que l'une de ses qualités naturelles, donc les qualités qui font son corps, font sa nature, soit proportionnelle en intensité et semblable à la figure du visage d'un homme ou de son cœur, de son œil ou d'une autre partie, ou même à la figure d'un membre
d'un autre animal, au point qu'il se fasse une assimilation selon l'imagination proposée précédemment, par exemple la mandragore, qui va, par la convenance, voyez, l'accord de structure entre la plante et un homme, va avoir une vertu sur la femme stérile qui va la consommer. Donc, en fait, Orem, de par ses études musicales, ouvre tout un réseau de sympathie et d'antipathie dans le monde. De la même manière, bon, j'ai donné comme exemple, je vous donne juste celui-ci, par exemple, l'homme et la femme, c'est partie des exemples qu'il donne de convenance structurelle entre l'homme et la femme. On parlait des cordes vocales tout à l'heure. Et par aventure, ça c'est dans le texte de l'économique, c'est vraiment une petite glose. Et par aventure, dit-il, en signifiance de cet ordre naturel, que voix de homme ou regard de voix de femme est communément en la proportion qui fait la meilleure consonance, se est double, et appelé diapason en musique. Autrement dit, les hommes et les femmes, la nature est bien faite, les hommes et les femmes ont des voix qui sont naturellement proportionnées à l'octave. Donc, vous voyez, la nature elle-même est pleine d'harmonie. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça proposés par Orem. Les exemples les plus spectaculaires sont certainement ceux qui concernent l'harmonie du ciel. On a parlé tout à l'heure du problème de la musique des sphères. Orem, parce qu'il théorise une musique nouvelle, l'Ars Nova, essaye de chercher dans le ciel une musique nouvelle. Et donc, si Orem défend à son tour l'idée qu'il y a, d'une certaine manière, une musicalité des sphères, ce qui est tout à fait caractéristique d'Orem, c'est que cette musicalité n'est pas du tout la musicalité parfaite dont on parlait avec Boès tout à l'heure, mais au contraire, une musicalité qui est pleine de variations, pleine d'irrégularités et pleine d'irrationalité. Je ne vais pas vous lire tout ça. Voilà. Donc, on a pour Orem un nouveau genre de musique céleste qui, en fait, est un genre de musique, disons, polyphonique, riche de ces monstruosités dont j'ai parlé tout à l'heure au début de mon intervention. Voilà, je vais arrêter là. Je pense que j'ai suffisamment parlé. On peut décaler la fin. Il n'y a pas de problème d'occupation du lieu, on peut rester peut-être 5 heures. Ouf. Oui. J'ai remarqué que Orem revient de temps en temps, j'ai aucune connaissance particulière là-dessus, mais je connais un mathématicien au départ qui a fait la théorie des topos d'Orem. Il a fait une thèse en théorie des topos sous la direction de Jean Benamou. Et il a bifurqué vers l'histoire des sciences et la théologie. Et son nom, il présidait l'université de Lille. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Célérat. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il a fait sur ses études d'Orem, je sais qu'il a lui édité déjà et traduit aussi. Oui, vous avez Sabine Romvaux qui a édité. Surtout, en fait, l'éditrice des travaux mathématiques, c'est Sabine Romvaux. Et Jean Célérat, lui, a écrit pas mal d'articles sur la physique, surtout d'Orem. Ouais, en mathématiques, Edmond Mazet a étudié aussi. Ouais. Mais en fait, ce qui a été le plus étudié, en fait, vous avez deux travaux mathématiques d'Orem, c'est le traité sur les rapports de rapport, dont j'ai à peine parlé, et le traité des configurations. Donc Sabine Rambo-Ottani a traduit déjà en français le traité sur les rapports des rapports, et moi j'ai traduit le traité des configurations. Et alors, finalement, dans son époque, par rapport à la musique, est-ce qu'il a... Ben, en fait, si vous voulez, ce qui est caractéristique d'Orem, à mon avis, Mathieu Husson en parle. Il dit à cette époque-là, se constituent ce que l'on appelle des scientia media, donc des sciences intermédiaires, donc des sciences mathématisées, si vous voulez. Et là, ce qui est frappant avec la théorie musicale d'Orem, bon, l'exemple qu'on prend souvent de sciences médianes, c'est la perspective, l'optique géométrique. Vous voyez, l'étude de l'optique sous
ses propriétés géométriques. En fait, Orem fait la même chose pour le son. C'est une sorte d'acoustique géométrique. Et c'est peut-être ça sa principale nouveauté, c'est qu'ordinairement, les traités de musique spéculative ne traitent pas du tout de la figuration du son, ne traitent pas du tout de ces questions de durée du son. Même Jean Demure, il parle beaucoup de la durée du son, Jean Demure, mais en fait, quand on prend ces traités théoriques, il va distinguer partie 1 sans durée et partie 2 avec durée. Là, Orem, lui, va faire ce que j'appelle moi quasiment une acoustique musicale. Donc, sur ce plan-là, c'est tout à fait original. Par ailleurs, l'autre chose qu'il fait, c'est qu'il donne une vision en fait au son. En fait, en proposant la figuration géométrique des intensités sonores, le son, je vous en ai montré un exemple, le son lui-même devient en fait une réalité visible. Et ça correspond assez bien aux pratiques de son temps, puisque les pratiques de notation deviennent fondamentales. Et la composition, en fait, repose sur des opérations quasiment visuelles dans la composition. Bon, l'exemple le plus simple, même si c'est peut-être un peu après, c'est le canon. Le canon, au fond, on décale une voix. Enfin, c'est un exercice très visuel. Ou le renversement. On prend une variation rythmique et puis on la renverse. Là aussi, on a une opération assez visuelle. Et donc, Orem, au fond, donne à ce caractère visuel du son une dimension, comment dire, non pas de notation, mais d'études acoustiques. Est-ce qu'il était dans une école Lui, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, le texte qu'il a écrit sur l'algorithme des rapports, il le dédie à Philippe de Vitry. Bon, il est clairement dans ces milieux-là. En fait. Il est dans les milieux qui vont graviter autour de Philippe de Vitry, autour de Jean Demure. Jean Demure également, quand on prend ses traités mathématiques, qui sont riches de passages soudains, inattendus, sur la musique du monde, la musique des sphères. On s'y attend pas du tout. On est sur un problème quasi algébrique, et puis tout à coup, hop, Jean Demure propose de calculer les rapports qui existent entre les planètes et de montrer que les distances sont liées à des rapports harmoniques. Donc on a un milieu social. Philippe de Vitry commence son traité d'Ars Nova en disant il y a 3 types de musique, la musique du monde, la musique humaine et la musique instrumentale. Et moi, je vais parler de la musique instrumentale. Donc on est dans un milieu où en fait la musique n'est pas simplement quelque chose d'instrumental. Il est acté que la musique est quelque chose qui en fait caractérise le monde. Et en fait, quand on étudie la musique, on étudie le monde. On n'étudie pas simplement des compositions artificielles au sens propre, un savoir-faire humain. On étudie une nature. Oui. Merci beaucoup. Il y aurait beaucoup merci vraiment beaucoup. Je trouve que ça conforte l'idée que la musique est au cœur de l'histoire de la science et qu'on manque d'une histoire de la musique qui soit une histoire des sciences, en tout cas entre l'an 800 et l'an 1500. C'est vraiment un chemin qui n'est pas beaucoup travaillé, alors qu'on voit bien que c'est par là, il y a Kepler ensuite, etc. Enfin, c'est là que s'écrivent en fait les concepts. Oui. Même, en fait, c'est pour ça que j'ai un peu parlé de la question de la musique des sphères. Je pense qu'elle est plus importante en fait sur les questions astronomiques que ce qu'on imaginerait, parce que généralement on va en faire juste un peu une poésie du ciel. Voilà, il y a des concepts importants qui se mettent en place en fait à ce moment-là. Depuis la polyphonie. Oui. Là, en même temps, j'ai eu l'impression, mais je ne suis pas sûr d'avoir, que la géométrie, là, c'était beaucoup sur le plan géométrique, c'est plutôt lié à une problématique de géométrie de la nature, j'allais dire, plutôt qu'à vraiment une évolution de la géométrie au sens mathématique. Alors, si, il y a quand même une sacrée, j'en ai pas trop, si, parce qu'en fait, si vous voulez, la géométrie dont parle Orem, c'est pas la géométrie d'Euclide. Pas tout à fait. Alors, moi, je donne comme exemple, dans ma thèse, le fait qu'une figure géométrique, c'est pas un donné, c'est quelque chose qu'on interprète, enfin qu'on lit.
Et quand Orem, par exemple, voit, je vous ai montré tout à l'heure le triangle rectangle, quand Orem voit un triangle rectangle, il ne voit pas un triangle rectangle, il voit quelque chose qui a une base, donc qui est posée, qui a une ligne de crête. Donc en fait, ce qu'il voit, lui, c'est une hauteur qui varie. C'est pas du tout la même chose, on est sur une lecture analytique de la figure. Et donc, ce genre de remarque, cette manière qu'a Orem de voir les choses, va l'amener, par exemple, à identifier des classes de figures qui, normalement, géométriquement, ont aucun rapport. Par exemple, les ellipses et les cercles. Pourquoi? Parce qu'une ellipse, c'est un cercle déformé du point de vue géométrique, mais ça a les mêmes rapports analytiques. Donc, en fait, c'est la même classe de figures. Donc, ça amène Orem parce que c'est de la géométrie, et c'est une géométrie vue d'une manière très, très différente. Et donc, même quand Orem, en fait, fait des calculs de surface, par exemple, qui pourraient ressembler. En fait, on voit qu'il est en train de réfléchir, par exemple, à des séries. Quand il pense aux figures, il pense à des séries de figures, pas des figures. C'est pas des rapports de figures qui vont l'intéresser, c'est des séries, éventuellement infinies de figures. Donc, sa manière d'aborder la géométrie, non, est vraiment très, très différente. Très différente. Il y a bien une révolution interne ici, je pense. Elle n'est pas liée à quelque chose qui serait la géométrie de la nature, une géométrisation de la nature, que donc plutôt que ça appartient moins de détermination mathématique intrinsèque que même la description du triangle fait aussitôt penser à une approche naturelle ou naturaliste, je sais pas quoi, de la figure géométrique. Donc, quasiment physique. Géométrie qui s'appliquant à un objet naturel l'éclaire autrement. Enfin, oui, bah, c'est vrai, mais en fait, moi, mon idée générale, c'est qu'il y a un objet naturel nouveau qui est la configuration. C'est la configuration, c'est un objet mathématique nouveau, en fait. Et cette configuration, il l'étudie à l'aide des figures. Et donc, les figures vont changer de sens parce qu'en fait, elles sont là pour symboliser autre chose. Et donc, ça donne lieu à des théorèmes géométriques tout à fait étonnants parce qu'en fait, il y a des propositions d'orème qui sont quasiment de la météorologie sur, je sais pas, les isothermes, des choses comme ça. Donc, on n'est pas du tout sur une géométrie standard. Enfin, et effectivement, c'est parce qu'il essaie de penser des phénomènes naturels qui sont les variations intensives. Bon, Tata, tu voulais dire? Oui, en fait, en t'écoutant, je me rendais compte que en fait, vous avez parlé un peu du sensible tous les deux, et en fait, si on prend la musique d'Esper, qui est l'exemple que vous avez parlé, je pense que c'est vraiment l'exemple significatif. En fait, nous, quand on entend cette expression, on se dit oh, c'est joli, et en fait, tiens, ils imaginaient quelque chose comme de la musique dans les étoiles. Et en fait, c'est marrant parce que eux, ils n'ont jamais eu besoin d'expliquer cette expression. Et parce que, en fait, quelque part, ça nous donne un peu accès à quelque chose qu'on ne peut pas vraiment difficile à qualifier, mais ce qu'ils appelaient un phénomène sensible. En fait. Parce que le fait que quand on dit une oscillation, c'est de la musique, une vibration, c'est de la musique, et même si on n'entend pas, pour lui, c'est clair. Et en fait, pour nous, c'est l'image. Et on dirait quand on entend quelque chose, en fait, on n'entend vraiment pas de la même façon. Que ce qu'on appelle un son, c'est pas ce qu'ils appellent un son. Oui, non. Ouais, mais c'est aussi le fait que ça vient du fait aussi que ce qu'ils appellent une expérience, pas tout à fait ce que nous on appellerait une expérience. Par exemple, quand Orem, c'est quelque chose que je trouve toujours très drôle, quand Orem va dire un truc énorme de physique, en fait, il va dire, par exemple, si je prends un bol et que je touche le bol, je vais bien sentir que la chaleur fait un effet différent sur mon corps. Donc ça veut dire que les configurations ont une puissance. Enfin, jamais un physicien aujourd'hui dit un truc pareil. On va pas mettre les doigts sur un bol pour démontrer une force nouvelle. Enfin, et donc, je pense que ça a un peu à voir avec ça. C'est le rôle de l'expérience subjective, comme on dirait aujourd'hui, dans l'étude savante un peu. Et le son rentre dans cette catégorie-là. Mais il me semble que ça fait même que l'expérience subjective, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais
que cette idée, par exemple, qu'on entend un son et que c'est quelque chose de physique et qu'on croit savoir ce qu'on dit, nous, quand on dit ça, en fait, c'est pas quelque chose d'historiquement aussi évident. Voilà. Merci. Bon. Merci. J'en profite pour m'installer ça peut-être. Oui, tout à fait. Et puis, il y aurait éventuellement aussi la question d'un. Là, je ne vous garantis pas. Je vais essayer, mais. Donc, Merci. Je sais pas utiliser. Là, il faut arrêter. Tu as arrêté ou non, non, moi non plus, mais on va trouver. Arrêter de partager. Est-ce que c'est ça? Voilà. Arrêter de partager. Suspendre l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement.